C'est un voyage au fil de l'eau, à la découverte du pays le plus secret d'Asie du Sud-Est, la Birmanie. Au carrefour de plusieurs grandes civilisations, peuplée par plus d'une centaine d'ethnies, la Birmanie a pourtant su se forger sa propre identité. Ses habitants, réputés pour leur hospitalité, vivent en harmonie avec les éléments qui les entourent. Son histoire, plusieurs fois millénaire, a laissé dans tout le pays un patrimoine architectural et culturel impressionnant. Refermée sur elle-même jusque dans les années 1990, la Birmanie s'ouvre aujourd'hui au reste de la planète et lui dévoile ses trésors merveilleux. Des paysages de matin du monde, des pagodes et des temples par milliers. Enclavée entre la Chine, le Laos, la Thaïlande, le Bangladesh et l'Inde, la Birmanie, désormais officiellement appelée Myanmar, a une superficie d'environ 675 000 km², soit la superficie de la France et de tous ses territoires d'outre-mer réunis. Mandalay se situe dans les plaines sèches du centre du pays. Immortalisée par le célèbre poème de Rudyard Kipling, la ville est aujourd'hui la deuxième plus grande agglomération du pays, avec 2,5 millions d'habitants, dont presque 40% de Chinois, arrivés dans les années 1990. Fondée en 1857, la cité n'a gardé son statut de capitale que 3 décennies, jusqu'à ce que les Britanniques lui préfèrent Rangoon. Mandalay a connu bon nombre de catastrophes. Elle est totalement dévastée lors de la Seconde Guerre mondiale, puis partiellement détruite par 2 immenses incendies dans les années 1980. La ville est en perpétuelle reconstruction. Son architecture anarchique se retrouve dans un savant mélange d'avenues sans fin, d'immeubles décrépits, de demeures coloniales et de temples dorés, comme la pagode Kutodo, édifiée en 1857. Autour du grand stupa principal s'étendent 729 stupas enduits à la chaux. Chacun d'entre eux abrite une stèle de marbre sur laquelle est gravée une page des écrits du Bouddha. L'ensemble forme le plus grand livre du monde, le Tripitaka, l'intégrale des textes du canon bouddhique. Le grand Bouddha Mahamuni est l'un des plus vénérés de Birmanie. La légende raconte qu'il a été créé du vivant de Bouddha. Les moines le nettoient méticuleusement jour après jour. Haut de 4 mètres et constitué de plus de 6 tonnes de bronze, sa silhouette est déformée par les milliers de feuilles d'or qui le recouvrent sur plus de 15 cm d'épaisseur. Seuls les hommes sont autorisés à coller des feuilles d'or sur la statue, tandis que les femmes prient en retrait. Appliquer une feuille d'or sur une statue de Bouddha est un geste méritoire, qui permet de s'assurer un meilleur karma. C'est à Mandalay que se trouvent les batteurs d'or les plus réputés du pays. Un artisanat familial qui demande beaucoup de savoir-faire. Un lingot de 48 grammes est chauffé, puis passé entre 2 rouleaux pour l'aplatir. L'opération est répétée jusqu'à obtenir un fin ruban d'environ 3 mètres de long. Ce dernier est alors découpé en petits morceaux d'1 centimètre. Et chaque petit carré est placé sur un papier de bambou. Superposés dans un étui de cuir, ils sont alors battus pendant une demi-heure, jusqu'à multiplier leur surface par 4. Puis, les femmes les redécoupent et les battent à nouveau pour les aplatir davantage. Ils sont enfin placés dans des intercalaires plus grands pour être comprimés pendant 5 heures. Cette longue action mécanique permet d'obtenir des feuilles de seulement quelques microns d'épaisseur. Les finitions et le conditionnement sont assurés par les femmes. Le petit lingot de départ
a ainsi donné 7200 feuilles d'or. Délicatement disposées dans de petits carnets de papier de bambou, elles seront vendues dans les pagodes ou exportées dans le monde entier. Autre spécialité locale, le tanaka est une pâte cosmétique jaune pâle fabriquée à partir de l'écorce de plusieurs arbustes. Elle est utilisée depuis plus de 2000 ans. Vendue sous forme de petits fagots, l'écorce est râpée pour obtenir une poudre. Celle-ci est longuement broyée avant d'être diluée. L'onguent est appliqué sur le visage en motifs plus ou moins élaborés, souvent un disque sur chaque joue et une ligne sur l'arête du nez. Si les motifs témoignent de la coquetterie des femmes, il ne s'agit pas uniquement d'une pratique esthétique. Le tanaka protège des brûlures du soleil, adoucit et hydrate la peau. Il est aussi réputé soigner l'acné et retarder le vieillissement. Son parfum rappelle un peu celui du bois de santal. L'arbre à tanaka est endémique de la Birmanie. On le trouve notamment dans la région de Bagan, le cœur historique du pays. Berceau de la culture birmane, Bagan a été fondé au IXe siècle par la dynastie des rois Bamar. Au carrefour des routes commerciales qui relient alors l'Inde et la Chine, Bagan devient la capitale d'un vaste empire qui connaît son apogée au XIe et XIIe siècle. En un peu plus de 2 siècles, plus de 4000 édifices recouverts de fresques, de bas-reliefs et d'or sortent de terre à Bagan. À la fin du XIIIe siècle, une incursion mongole marque la fin du premier grand empire de la Birmanie, dont la capitale va décliner au gré des tremblements de terre et des pillages, jusqu'à tomber pratiquement dans l'oubli. L'intérêt architectural de Bagan n'a d'égal que la beauté de ses paysages. Il est quasiment impossible d'estimer le nombre précis de temples. Un inventaire élaboré par une équipe française entre 1992 et 2002 en aurait dénombré 2834, dont beaucoup en ruine. C'est en partie grâce à l'ouverture du Myanmar au tourisme, dans les années 1990, que cet incroyable patrimoine architectural est sorti de l'ombre, ce qui a suscité une campagne de préservation et de restauration. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à arpenter les lieux. Mais la présence de pèlerins et de moines bouddhistes rappelle que le site n'est pas qu'un musée à ciel ouvert. Véritable orgueil du pays, Bagan est aussi l'épicentre religieux d'une nation profondément bouddhiste. Pour découvrir la Birmanie, rien de tel que de prendre un peu de hauteur. Depuis le ciel, ces temples millénaires dévoilent toute leur majesté.
Le fleuve Irrawaddy traverse la Birmanie du nord au sud, sur plus de 2000 km. Il s'étend de la frontière entre l'Inde et la Chine à la mer d'Andaman. Artère vitale comparable au Nil pour l'Égypte, il est encore l'axe de transport principal de la population et des marchandises. L'histoire du pays s'est construite le long de ses rives. C'est aujourd'hui son potentiel hydroélectrique qui suscite la convoitise. L'Irrawaddy est également au centre de nombreux enjeux écologiques et socio-économiques. Il inspire depuis toujours les poètes et les musiciens du pays. On dit que l'art de la harpe est un art ancestral qui remonte à l'époque de la monarchie. C'est sur la demande des rois qu'on a commencé à jouer de la harpe, vous savez. À cette époque, pendant les spectacles, ce sont les harpistes qui faisaient la musique pour que la danseuse puisse danser. Avec ma harpe, j'aimerais partager avec le monde entier la culture birmane. Vous savez, pour moi, visiter la Birmanie n'est pas juste voir de beaux paysages et rencontrer des personnes. Il y a aussi une véritable histoire et une culture. La danse traditionnelle birmane, ça date de l'époque de la monarchie en Birmanie. Vous savez, à ce moment-là, on entretenait les danseuses juste pour le roi. Et au fil du temps, on a commencé à introduire la danse thaïlandaise. La danse thaïlandaise ressemble un peu à la danse birmane. Voyez les mains, les gestes. Nous avons les mêmes gestes. On tourne, et après on monte, et on ouvre. Ce sont des gestes que l'on fait avec les mains. Très simplement, une jeune fille qui a besoin de se coiffer, et au lieu de parler, on fait les danses pour montrer comment on fait. Quand on danse pour des pièces de théâtre, on interprète les 550 dernières vies de Bouddha. On devait interpréter ce que le Bouddha avait eu dans ses vies antérieures. La danse vient ponctuer le Pwe, un spectacle populaire qui dure parfois jusqu'au petit matin. Il est accompagné d'un orchestre de percussion, d'instruments à vent et de harpe. Outre la danse, il est surtout constitué de spectacles de marionnettes. Ce théâtre, considéré comme la première forme d'expression artistique majeure du pays, est né au 5e siècle. Il connaît son apogée entre le XVIIe et la fin du XVIIIe siècle. Ces 28 personnages traditionnels enseignent, racontent et transmettent des valeurs. Le répertoire s'inspire des 547 vies de Bouddha, de l'histoire des royaumes de Birmanie et de légendes venues de l'Inde, peuplées d'esprits bienveillants et de créatures fantastiques. Certaines marionnettes atteignent 1 mètre de haut, et il faut parfois jusqu'à une 50aine de fils pour les manipuler. Ces figurines de bois sont fabriquées par des artisans qui possèdent chacun leur spécificité et leur signature.
Ce métier traditionnel de marionnettiste, je le pratique depuis plus de 35 ans maintenant. Avant, j'étais un paysan agriculteur. Et un jour, lors d'un pèlerinage, je suis arrivé dans une ville et j'ai découvert à quel point l'artisanat birman fascinait les visiteurs. Les marionnettes, la broderie. Moi, c'est les marionnettes qui m'ont plu. Alors j'en ai acheté une et je l'ai entièrement démontée pour voir comment elle était faite. Et je l'ai complètement remontée. C'est comme ça que j'ai appris, il y a 35 ans maintenant. Dans les pièces de théâtre, il y a beaucoup de personnages différents. Il y a le roi, la reine, le prince, la jeune princesse, les singes, les méchants, les esprits, les ogres et aussi les animaux mythiques. On essaye de conserver la façon traditionnelle de faire les choses, et ainsi que les costumes historiques. J'enseigne à mes enfants tous les jours. À notre époque, les enfants étaient tout contents de voir les spectacles de marionnettes. Et aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Et si on ne fait pas attention à sauvegarder cet héritage, comment montrer aux jeunes et futures générations ce qu'est un spectacle de marionnettes traditionnelles birmanes? Il faut absolument préserver cela, et c'est ce que j'essaye de faire. En Birmanie, Bouddha est partout. On le découvre sous 1001 formes, démultipliées à l'infini, comme ici, dans la grotte de Sadan, où il côtoie les chauves-souris. Ou encore dans les grottes de Kogun, à Pa'an, où des milliers d'effigies d'argile ornent les murs et les plafonds. On trouve en Birmanie 5% de chrétiens, comme les Karen, 4% de musulmans, comme les Rohingyas, et 90% de bouddhistes. C'est le pays bouddhiste avec la plus forte proportion de moines et de revenus consacrés à la religion. Le bouddhisme birman est issu de la tradition Theravada, la forme la plus orthodoxe et la plus conservatrice. Le bouddhisme n'est à proprement parler ni une religion ni une philosophie, puisqu'il ne reconnaît pas de Dieu créateur et n'exprime pas de théorie. Il s'agit plutôt d'une doctrine basée sur la croyance en la réincarnation, le karma et la loi naturelle des causes et de leurs conséquences. Pourtant, dans les faits, le bouddhisme birman s'apparente à une religion. En témoigne la ferveur des fidèles dans les innombrables pagodes et lieux sacrés. Sa pratique cohabite avec des éléments tantriques hindouistes et de vieilles croyances animistes dans des esprits appelés nat. La spiritualité est omniprésente dans tout le pays. Outre les 500 000 moines et nonnes qui forment 1% de la population, les représentations religieuses sont partout. Chaque village birman possède au moins une pagode ou un temple dédié au culte ou à l'enseignement. Et les statues de Bouddha ou de saints se retrouvent partout, jusqu'au milieu de la nature.
Au cœur de ces forêts tropicales, il n'est pas rare de faire une rencontre encore plus impressionnante. Après l'Inde, c'est la Birmanie qui compte le plus grand nombre d'éléphants d'Asie. Elle en abriterait près de 8000. Les 2/3 sont utilisés dans l'industrie forestière pour le débardage du teck, un bois précieux exporté dans le monde entier. Je m'appelle Mang Mang, j'ai 55 ans. Je suis Uzi, je travaille avec les éléphants. Vous voyez le petit garçon qui nous suit? Eh bien, c'est mon fils. Et je lui apprends et lui montre les ficelles du métier. Quand j'étais gamin, mon père m'a transmis tout son savoir que j'essaie de transmettre à mon fils. Ma journée commence dès 6 heures du matin. À mon réveil, je vais chercher les éléphants qui ont passé la nuit dehors. Je prends mon petit déjeuner, je les lave et je vais travailler avec eux. À force de travailler avec les éléphants, nous nous y sommes attachés. Nous prenons vraiment soin d'eux, avec la toilette par exemple. Un moment de détente que semblent apprécier les pachydermes. Les éléphants, on commence à les dresser quand ils ont 4-5 ans et ils commencent à travailler quand ils ont autour de 18 ans. Ce sont des travailleurs, les éléphants. Avant, c'est juste pour monter et se balader pour les déplacements. Chaque année, les mâles adultes, équipés de harnais et de chaînes, transportent plus d'1 million de tonnes de bois. Ils peuvent se déplacer dans des espaces plus exigus que les grues et les bulldozers, sans nuire de manière excessive à leur environnement. À l'aide de leurs trompes et de leur défense, ils manipulent des troncs qui pèsent jusqu'à 5 tonnes et les convoient jusqu'aux camions et aux berges des cours d'eau. Mon éléphant, il s'appelle Tinpinei. C'est une femelle et elle est âgée de 32 ans. On travaille jusqu'à l'âge de 35-40 ans. Moi aussi, j'ai commencé à mes 16 ans. Comme je peux encore travailler, je continue dans le métier. Ce métier, c'est un peu ma passion. Comme c'est un travail passionnant, il n'y a pas un moment où je n'ai plus envie. Je ne travaille que avec ces éléphants. On s'attache aux éléphants. On n'a pas prévu d'arrêter de sitôt. Véritable colonne vertébrale du pays, l'Irrawaddy baigne les grandes provinces que se partagent les 135 groupes ethniques officiellement recensés par le gouvernement. Les Bamars représentent 70% de la population. Parmi les groupes les plus importants, les Shan et les Kachin occupent les régions du nord. Les Chin et les Arakanais, l'ouest. Les Bamars et les Kayas, le centre. Les Karen et les Mon, le sud. Les Rohingyas n'ont jamais été reconnus comme minorité birmane. Pour les autorités, ce sont des immigrés bengalais. À ces groupes s'ajoutent les Chinois, les Indiens et les Népalais.
les différents États ne furent réunis qu'au XVIIIe siècle pour passer sous la domination britannique de 1824 à 1943. Cette mosaïque complexe, ainsi que la centaine de langues et de dialectes parlés, explique en partie la difficulté d'intégration de certaines minorités. Depuis 2005, Rangoon a perdu le statut de capitale administrative au profit de Naypyidaw, mais elle reste le centre névralgique de l'économie et la plus grande ville du pays avec près de 4,5 millions d'habitants. Fondée par les Mon au VIe siècle, ce n'est qu'à partir du XVIIIe qu'elle connaît une réelle expansion économique. Lourdement endommagée par un incendie, puis lors de la Seconde Guerre anglo-birmane en 1852, la ville est intégrée au Raj britannique et devient la capitale de la Birmanie coloniale. La Birmanie demeure anglaise jusqu'au 4 janvier 1948, date à laquelle elle obtient son indépendance grâce au héros national Aung San, qui meurt assassiné sans voir son rêve achevé. Le pays connaît alors une période de démocratie et de brève stabilité. 12 ans après, le gouvernement est renversé. La dictature militaire mène rapidement le pays à la pauvreté et à l'isolationnisme. En 1988, des manifestations pour la démocratie sont réprimées dans le sang. Aung San Suu Kyi, fille du héros Aung San, revient d'exil et fonde la Ligue nationale pour la démocratie. Elle reçoit en 1991 le prix Nobel de la paix. Figure de l'opposition extrêmement populaire, elle embarrasse la junte qui la place en résidence surveillée. Elle mène son parti à la victoire aux élections législatives de 2015. Elle entame une transition vers la démocratie, mais elle doit composer avec l'armée qui détient la grande majorité des postes décisionnaires et des ressources économiques du pays. À partir de 2016, elle est vivement critiquée en raison de sa passivité devant les exactions de l'armée envers les Rohingyas. Loin de ce conflit ethnico-religieux, la bouillonnante Rangoon brasse les différentes origines et religions. La pêche est l'une des activités économiques les plus importantes du pays. Elle se situe au 3e rang, après l'agriculture et l'exploitation forestière. Les Birmans consomment du poisson presque à chaque repas, même au petit déjeuner, avec l'incontournable mohinga. Ce plat national consiste en un bouillon de poisson accompagné de nouilles de riz parfumées à la citronnelle et au gingembre. On le consomme au coin des rues. Il est servi dans de petits kiosques ou par des vendeurs ambulants qui portent leur chaudron sur l'épaule. Avec le poisson, le riz, les nouilles et les currys constituent la base de l'alimentation. Située en plein cœur de la ville, la spectaculaire pagode Shwedagon est considérée comme l'édifice le plus sacré du pays. La légende raconte qu'elle aurait été édifiée il y a 2500 ans pour abriter 8 cheveux de Bouddha. Ces reliques sacrées auraient été offertes à 2 marchands par Bouddha Gautama en personne et la pagode construite à sa demande. Lorsque la boîte contenant les cheveux de Bouddha fut ouverte, ceux-ci se mirent à briller. Les arbres fleurirent et les pierres précieuses tombèrent du ciel pour s'enchâsser dans l'or de la pagode. Les archéologues estiment plutôt sa construction entre le 6e et le 10e siècle, sous la dynastie Mon. En réalité, le monument, maintes fois victime de tremblements de terre et d'incendies, a été si souvent restauré et enrichi qu'il est difficile à dater précisément. La pagode repose sur une terrasse qui domine l'horizon, pavée de marbre et de plus de 5 hectares. La richesse et l'éclat de l'édifice sont sans commune mesure. Le stupa central, haut d'une centaine de mètres, est recouvert de milliers de plaques d'or et orné de milliers de clochettes. Il est entouré de 72 petites pagodes, temples et salles de prière.
Des centaines de statues de Bouddha, étincelantes d'or, peuplent chaque recoin du site. Les moines et les fidèles prient et déposent des offrandes du lever au coucher du soleil dans ce haut lieu le plus sacré du pays. Mon nom de moine est Unyana Monta. Je viens d'un petit village appelé Taton, et cela fait un peu plus de 13 ans que je suis moine. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Devenir moine, c'est un peu se séparer de la souffrance de la vie. Mais il ne suffit pas de vouloir devenir moine. Il faut suivre les doctrines de Bouddha. Nous nous réveillons tous les jours à 4 heures du matin et avec les autres moines, nous récitons des prières dans le monastère. Après, nous partons pour demander les offrandes. Et au retour, nous prenons un court moment de repos. Nous mangeons vers 5h40. Et après le repas, nous faisons la lessive et nous nous rejoignons avec nos cahiers dans le monastère pour les cours. Encore une fois, vers 9h30, nous repartons dans le village pour demander le repas du midi. Nous revenons vers 10h40 pour préparer et manger ce repas. Nous ferons après une sieste jusqu'à 13h. Puis nous étudions de nouveau les textes et vers 17h45, on refait encore une prière. Car selon les règles, il y a un couvre-feu à 21h15 pour dormir. Voilà notre programme d'une journée typique dans ce monastère. Le bouddhiste birman est en contact permanent avec sa croyance. Enfant, il entend ses parents réciter des textes sacrés au réveil, puis il voit sa mère préparer les offrandes pour les moines. Entre 9 et 12 ans, il quitte temporairement sa famille pour effectuer son noviciat. Cette cérémonie constitue un rite de passage essentiel. Un repas offert aux moines réunit une dernière fois la famille. Le lendemain matin, son crâne est rasé et il revêt la robe safran de la communauté. Cette retraite confronte le jeune garçon à une discipline stricte et à l'étude des Écritures. Il renonce ainsi symboliquement à l'enfance. Plus tard, à n'importe quel moment de sa vie, il rejoindra à nouveau la communauté. Les hommes comme les femmes prononcent souvent leurs vœux monastiques à un moment clé de leur vie, lors d'un décès, d'une séparation ou parfois après un succès. Ils seront moines ou nonnes à part entière, aussi longtemps que nécessaire pour atteindre un équilibre spirituel. Une semaine, un mois ou toute une vie. Le rocher d'or, suspendu en équilibre au-dessus d'un précipice, est le 3e lieu le plus sacré de Birmanie. Des milliers de pèlerins viennent chaque année témoigner de leur dévotion à 1200 mètres d'altitude. Les plus courageux gravissent le sentier à pied, ce qui représente près de 5 heures de marche. D'après la légende,
c'est un cheveu de Bouddha, enchâssé dans le stupa qui le surmonte, qui empêche le rocher de basculer dans le vide. Bouddha aurait offert ce cheveu à un ermite qui le conserva précieusement dans son chignon. Sentant sa mort approcher, il confia la relique à son roi et lui recommanda d'édifier une pagode qui aurait la forme de sa tête. Avec l'aide du dieu Tagamine, le roi trouva le rocher parfait au fond de l'océan et le hissa jusqu'au sommet de la montagne. C'est la raison pour laquelle le rocher se nomme Kaiktiyo, ce qui signifie « la pagode sur la tête de l'ermite ». Le rocher flamboie dans le soleil couchant, bientôt remplacé par les bougies votives qui accompagnent les chants et les prières. Dès l'aube, le rocher et ses petites chapelles en plein air sont investis par les fidèles. Comme si le flot d'attention et de prière ne s'était jamais interrompu. Le site est entouré de terrasses panoramiques où se tiennent les femmes qui n'ont pas le droit de toucher le rocher et encore moins d'y apposer des feuilles d'or. Selon la tradition, seul un homme peut atteindre l'état de Bouddha. Les femmes ne peuvent prétendre qu'au premier degré de l'éveil spirituel. Une fois, je suis allée à Kagami. Cette pagode est érigée en plein milieu de l'eau. Et juste en dessous, Bouddha était là. On a érigé la pagode à cet endroit précis. Mais les femmes n'ont pas le droit d'aller sur la pagode. Ce que je sais par les récits, c'est que les hommes sont plus sacrés que les femmes. Ils sont plus saints. Les femmes ne le sont pas, selon les récits. C'est interdit d'aller dans les pagodes pour les femmes. Sinon, des malheurs arriveront sur ces femmes qui y pénètrent. Il y aura la foudre, des orages. Mon titre de nonne est Dao Dawadi. Je viens du village de Palukyon. J'ai 70 ans et je suis nonne depuis 50 ans. Être nonne, pour une bouddhiste, c'est la chose la plus noble et sacrée qu'une femme puisse souhaiter. En tant que nonne, j'apprends les prières et je pratique la méditation. Quand on devient nonne, on connaît les doctrines du Bouddha. Comment vivre en pratiquant les règles de base. On n'est plus cultivé qu'une femme normale. Les ordres monastiques relèvent ici d'une posture sociale et intellectuelle.
Ils sont aussi le gage d'une éducation longue et complète. Situé dans l'est de la Birmanie, le lac Inle est le principal centre touristique de l'État Shan. Il mesure près de 22 km de long sur 10 km de large pour une superficie totale de 12 000 hectares. Selon les saisons, sa profondeur varie de 2 à 4 mètres. Ces rives sont bordées par les villages des Inta, qui sont près de 70 000 à vivre dans des petites maisons de bois et de bambou construites sur pilotis. La vie s'y déroule lentement, au rythme des saisons. Après le repas, les enfants se rendent à l'école en barque, seuls. Ce moyen de transport est aussi naturel pour eux que le vélo pour les petits occidentaux. Le niveau de scolarisation des Birmans reste faible. La principale raison est la grande pauvreté d'une majorité des 52 millions d'habitants, dont les 2/3 travaillent dans l'agriculture. Ce système scolaire atrophié est aussi le résultat de la politique mise en place pendant 50 ans de dictature militaire. Cependant, l'école est de plus en plus dans l'esprit des Birmans une évidence et une réelle envie. L'agriculture du lac Inle a la particularité de se pratiquer sur des jardins flottants. Des tapis végétaux d'environ 1 mètre d'épaisseur, constitués de limons, de racines et de plantes aquatiques de surface, sont arrimés sur le lac avec des bambous. Cette méthode présente l'avantage de ne pas dépendre du niveau de l'eau et permet d'y faire pousser toutes sortes de légumes tout au long de l'année. Mais ce que l'on trouve principalement ici, sur ces longues bandes de potagers flottants, ce sont des tomates. Gourmandes en eau et en soleil, elles trouvent ici tout ce dont elles ont besoin. Du coup, les agriculteurs Inta se tournent vers la monoculture intensive de la tomate. Son rendement sur le lac Inle est nettement supérieur à la moyenne du sud-est asiatique. Mais ce décor en apparence idyllique a une face cachée. L'utilisation intensive de produits chimiques pollue le lac, et les effets sur son écosystème sont dramatiques. Les nutriments apportés favorisent la prolifération des algues et de la jacinthe d'eau, qui menacent d'étouffer la faune du lac. L'augmentation de la population a aussi provoqué le déboisement des collines environnantes, augmentant l'apport de vase. Parmi les nombreuses plantes d'eau du lac, on trouve une espèce unique de lotus.
Sa tige a la particularité de contenir une multitude de filaments dont on fait une sorte de soie que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Avec, on brode de luxueuses étoffes vendues à prix d'or. La fabrication, entièrement manuelle, rend le processus très long. Il faut près d'1 mois de travail et 4000 tiges de lotus pour réaliser une seule écharpe. Même s'il se tourne progressivement vers d'autres activités, comme l'accueil des touristes qui arrivent toujours de plus en plus nombreux, les Inta vivent essentiellement de l'agriculture et de la pêche. Ils manœuvrent leurs pirogues d'une manière unique et spectaculaire, en se plaçant debout à la poupe. Ils n'utilisent qu'une seule rame, autour de laquelle ils enroulent leurs jambes pour godiller, ce qui leur laisse les mains libres pour pêcher. La surface du lac Inle diminue de façon inquiétante, tout comme ses réserves de poissons. Les premiers impactés par ces bouleversements sont bien sûr les pêcheurs, qui ont de plus en plus de mal à subvenir aux besoins de leur famille. Je suis né sur le lac Inle. J'y ai grandi et épousé ma femme. Le lac me nourrit et me fait vivre de ses poissons, même si cela est de plus en plus dur. J'ai vécu des moments inoubliables sur le lac. Plein de doux souvenirs me reviennent. Mes jours d'écolier avec mes camarades. J'ai dû arrêter mes études quand mon père est tombé malade. J'ai pris le relais et je suis devenu pêcheur à mon tour. J'ai passé de magnifiques soirées à ramer sur le lac. Je suis né sur le lac Inle. J'y ai grandi et j'y mourrai. Alors ce seront mes enfants qui en vivront et qui le feront vivre.